Oui, bonsoir. Alors, je fais un direct un peu inhabituel puisqu'il est minuit passé. C'était juste, ça sera pas très long, hein. C'est pour vous dire donc visiblement derrière le côté spectaculaire du coup de bluff de Donald Trump se cachait quelque chose de plus comment dire, de plus subtil, même si c'est paradoxal de dire ça. On voit que finalement, les bombardements opérés par les États-Unis étaient calculés de sorte à limiter les dégâts et à ne pas provoquer l'Iran plus que ça. Les Américains ont laissé les Iraniens répondre, mais les Iraniens ont prévenu les Américains. Et en fait, c'est un peu comme la Syrie, si vous voulez. Trump s'est conduit en Iran comme il s'est conduit en Syrie, où il avait prévenu avant, où il avait limité les dégâts. Ce qui a surpris, et moi y compris, c'est sa rhétorique et son agressivité au point de vue non seulement des réseaux sociaux, mais de ses interventions. Le fait qu'il ait coupé abruptement avec ses soutiens au sein de son groupe MAGA. Alors, soit c'est un habile comédien, soit il y a deux choses. En fait, ça a permis aux Américains de jauger les rapports de force, parce qu'il ne faut pas croire du tout que les Américains sont pro-iraniens ou ont changé. Mais si vous voulez, le coup de bluff de Trump, ça permet aussi de jauger pour eux la situation, de voir les armements, et là, ça a mis à nu aussi, si vous voulez, alors ça c'était peut-être pas prévu, mais la réalité d'Israël, qui, si elle avait été laissée seule, aurait eu de grosses difficultés contre l'Iran. Voilà. Donc, il faut aussi savoir que les Russes ont piégé tactiquement les Américains au niveau du détroit d'Ormuz en accompagnant militairement et tactiquement les Iraniens. Ce qui fait que peut-être que les Américains, après un coup de bluff pour voir ce que ça allait donner, sont obligés de reculer. Il peut y avoir deux choses, parce que moi, c'est pas parce que Trump tout d'un coup demande la fin des hostilités que je vais dire finalement Trump est un génie, il a coupé l'herbe sous le pied de Netanyahou, il lui a enlevé l'argument du nucléaire israélien et du coup il a forcé le conflit à s'arrêter. C'est une possibilité c'est tout à fait possible. Et alors il a été obligé de jouer, si vous voulez, la comédie pour bluffer dans ce cas les néoconservateurs, hein, et puis surtout ces donateurs juifs qui poussaient derrière. Mais je pense qu'au-delà de ça, et qui est quelque chose qui serait un peu trop facile, il ne faut pas oublier que les Américains sont toujours dans la contamination médiatique et que pour moi, leur coup de bluff leur a permis de jauger sur tous les rapports de force et que le conflit n'est pas complètement terminé parce que, comme je vous ai dit, il y a une eschatologie, j'utilise un terme que je ne connais pas, mais je suppose que ça va bien dans la phrase. Hein, il y a un folklore, on va dire, juif, qui, par la tignasse de leurs cheveux, et moi j'ai toujours dit que le facteur israélien était le facteur problématique, c'est qu'on peut avoir une réaction israélienne de créer un attentat sous faux drapeau ou un assassinat, hein, pour déclencher le conflit, puisqu'il y a effectivement de dévoiler aux États-Unis, les néoconservateurs se sont déchaînés, ils racontent n'importe quoi en disant qu'il y a des groupuscules iraniens infiltrés aux États-Unis qui vont répandre, si vous voulez, des actes terroristes, qui vont essayer d'assassiner Donald Trump. Tout ça, c'est faux, mais c'est l'habituelle propagande de guerre. Le gros problème, c'est que Trump a utilisé une rhétorique qui correspond totalement à celle de George Bush, avec des inversions accusatoires typiques, et que, je veux dire, c'est dramatique pour un président d'être obligé de faire un double jeu, parce que quelle image il donne aux Américains avec sa rhétorique. C'est pour ça que je dis, il y a une possible technique de Trump de feinter pour apaiser, mais je dis, attention, c'était certainement un coup pour jauger et peut-être un reculer pour mieux avancer, si vous voulez. Il ne faut pas être dupe avec les Américains. Moi, je reste toujours sur mon analyse des Nordiques, c'est-à-dire le dragon de feu qui se cache derrière le brouillard. Et avec Trump, on n'est pas à l'abri, si vous voulez, de retournements spectaculaires et ce genre de choses. Moi, je pense que Trump est obligé de reculer
et va demander, est obligé, si vous voulez, de demander l'arrêt du conflit. Déjà parce qu'Israël a subi des dégâts importants, et l'Iran n'a pas cédé, si vous voulez, parce qu'il ne faut pas croire, hein, Trump peut-être qu'il en a trop fait pour que ce soit, on va dire, il a surjoué peut-être la violence en sachant que les Iraniens ne tomberaient pas dans le panneau, mais moi je ne peux pas m'empêcher de dire qu'ils ont quand même essayé de faire un changement de régime et que ça n'a pas marché. C'était un coup de bluff. Trump est difficile à lire, si vous voulez, hein. Art of the deal. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il est très mal entouré au niveau de son cabinet et qu'il est infiltré effectivement par, si vous voulez, il est infiltré par les services israéliens et il leur prête attention plus que de mesure. Et il évince un peu du jeu les gens qui sont plutôt dans cette mouvance sioniste avisée, hein, c'est-à-dire les anti-guerres, type Tulsi Gabbard. Et on voit qu'il a une férocité contre Massy aussi, donc il y a dans le jeu de Donald Trump, il y a une grande ambiguïté. Et comme j'ai dit, dans les ambiguïtés, il faut toujours prendre le mauvais côté pour ne pas avoir de surprise. Donc, si Trump a joué pour enlever la carte du nucléaire iranien et empêcher, si vous voulez, le conflit de se prolonger, je dis que c'est bien joué. Enfin, c'est une méthode spectaculaire, un peu particulière. Maintenant, méfiez-vous, c'est pas encore terminé parce qu'il y a la réaction israélienne et il y a aussi peut-être un autre coup de bluff de Trump derrière. Voilà. Pour l'instant, ils sont obligés de reculer, c'est ce que je dirais. Si, je voudrais quand même vous parler d'un truc, parce qu'il faut quand même le savoir, parce qu'il y a quand même, dans cette rhétorique inversée, il y a beaucoup de gens qui sont confus, et je vais essayer d'aborder un thème qui démasque l'imposture du danger nucléaire iranien. C'est l'option Samson d'Israël qui inclut la destruction de villes américaines et européennes par des bombes nucléaires. Parce que c'est là qu'on voit, si vous voulez, que ceux qui sont un danger pour le monde et qui représentent, si vous voulez, peut-être le plus gros problème, c'est, on va dire, et ça encore une fois de plus, c'est des circoncisions au fait que les Juifs sont bousillés dès qu'ils naissent pratiquement. C'est que l'option Samson est totalement liée au délire de la psyché juive, si vous voulez. Hein. Donc, et ça revient à ce que j'avais dit, c'est que les Iraniens, il y a une masse phénoménale d'informations sur les programmes sensibles nucléaires israéliens qui a été piratée. Et c'est pas impossible. Alors on dit que Bill Clinton est intervenu pour dire que Netanyahou en fait avait déclenché cette guerre parce qu'il avait besoin de se maintenir au pouvoir. Bien sûr, mais on peut aussi se dire si l'agression très soudaine de l'Iran par Israël ne vient pas du fait que ces informations sensibles sur les programmes militaires israéliens ont été piratées. Alors je vous lis le document. Donc une ligne de documents publiée cette semaine, apparemment obtenue grâce à une cyberattaque contre les serveurs du renseignement militaire israélien, semble confirmer les informations longtemps restées spéculations concernant l'option Samson d'Israël, une stratégie nucléaire de dernier recours visant à détruire le monde si son existence était menacée. Donc, bien que l'article suivant manque de preuves suffisantes, il concorde avec ce qu'on sait déjà sur Israël et ses dirigeants. En cas de doute, rappelons-nous ce que l'historien et sioniste israélien Martin Van Creveld a déclaré il y a des années. Nous possédons plusieurs centaines d'ogives nucléaires et de roquettes et pouvons les lancer sur des cibles dans toutes les directions, peut-être même sur Rome. La plupart des capitales européennes sont des cibles pour notre armée de l'air. Nous avons la capacité d'entraîner le monde dans notre chute. Et je peux vous assurer que cela se produira avant qu'Israël ne sombre. Depuis sa création, Israël s'est souvent comporté comme une force imprudente, une entité diabolique, et il n'est aucun doute qu'il ciblerait même l'Amérique si sa propre survie était en jeu. Son idéologie directrice peut être qualifiée à juste titre de satanique, car Israël a monté à maintes reprises sa volonté de faire fi des limites morales et juridiques pour atteindre ses objectifs.
Rappelons-nous comment, dans les années 40 et 50, le régime israélien a ciblé des juifs d'Irak pour les contraindre à immigrer en Israël. Donc, ça, c'est la suite de l'article par un certain J.E. Alexis. Donc, parmi les révélations les plus alarmantes, une liste de cibles nucléaires comprenant de grandes villes des États-Unis et d'Europe. Les fichiers auraient été divulgués par des cyberagents iraniens et sont actuellement examinés par plusieurs agences de renseignement occidentales. S'ils sont authentifiés, ces documents pourraient avoir de profondes implications pour la diplomatie mondiale et la stabilité nucléaire. Donc, selon les analyses de sécurité qui ont examiné les documents divulgués, les villes identifiées dans la liste des cibles présumées incluent New York, Washington, Los Angeles et le centre de commandement du NORAD dans le Colorado. Sont également cités Bruxelles, Paris, Berlin, Moscou, Pékin et Téhéran. Donc, c'est des documents qui exposent une doctrine de destruction mutuelle non limitée aux agresseurs directs, impliquant que les nations considérées comme complices ou soutenant passivement la disparition d'Israël pourraient également être ciblées. Voilà. Et alors là, vous ne l'avez pas, mais il y a des captures d'écran des fichiers informatiques israéliens en hébreu et qui abordent ces sujets. Donc, c'est donc l'option Samson plus expliquée, nommée d'après le personnage biblique Samson, qui a détruit un temple se tuant ainsi que ses ennemis. Cette doctrine fait l'objet de rumeurs depuis longtemps, mais n'a jamais été officiellement reconnue par les autorités israéliennes. Certains analystes de la défense l'aperçoivent comme une forme de dissuasion nucléaire extrême, visant à empêcher toute coalition de tenter d'éliminer l'État israélien. Il ne s'agit pas de dissuasion traditionnelle, a déclaré un haut conseiller à la défense de l'OTAN, s'exprimant en coulisses. Cela ressemble à un gilet suicide diplomatique. Si les dossiers sont authentiques, cela montre qu'Israël est prêt à entraîner le reste du monde dans sa chute en cas d'effondrement existentiel. Le ministère israélien de la Défense a publié un bref communiqué en réponse, refusant de confirmer ou d'infirmer l'information selon laquelle Israël projetterait de bombarder les villes américaines et européennes dans un futur hypothétique. Voilà, alors, la simple possibilité que des capitales alliées figurent sur une liste de cibles nucléaires alliées est profondément inquiétante, a déclaré un diplomate européen sous couvert d'anonymat. Vous pouvez trouver cet article sur Numedia Liberum. Vrai ou faux, ça pourrait tout à fait correspondre à la mentalité de certains juifs. Oui, je suis obligé de parler un peu doucement parce qu'il est tard et que, bon, même si je suis au dernier étage, je pense que peut-être que les voisins du dessous peuvent entendre un peu, donc j'essaie de parler pas trop fort. Voilà. Et puis, j'ai pas un matériel de très bonne qualité, il faut le dire. J'ai une caméra à 3 €. Voilà. Donc, la première chose, c'est tentative de calmer le jeu de Donald Trump derrière un coup de bluff spectaculaire dont on ne sait pas trop si c'était pour essayer de faire un changement de régime, jauger les forces en présence, ou si c'était pour damer le pion à Netanyahou et son excuse nucléaire. Voilà, à voir. Et attention, période de grand danger avec des attentats sous drapeau, des assassinats pour pousser les Américains par la tinaise de leurs cheveux à rentrer dans le conflit. On va voir ce qui va se passer. Donc la doctrine Samson, pour faire tomber les inversions accusatoires sur le régime iranien et exposer la réalité possible et plausible de certains dirigeants juifs. Quant à la capacité qu'ils auraient de le faire, je reste dubitatif, parce qu'il ne faut pas croire que, en cas d'attaque, les pays cités resteraient sans volonté d'intercepter les tirs. Il ne faut pas exagérer non plus. Et aussi, une petite parenthèse, dans le jeu du conflit entre l'Iran et Israël et puis avec les États-Unis en soutien, on n'a pas du tout vu les techniciens russes et leur plan, en fait, parce qu'ils sont restés invisibles. Et en fait, les Russes avaient totalement anticipé le comportement américain et ils les attendaient avec autour du détroit d'Ormuz avec, si vous voulez,
en cas d'intervention américaine, tout un positionnement qui visait à contrer toutes les bases américaines dans la région, si vous voulez. Et donc les Russes avaient, au préalable, par anticipation du jeu américain, ces très bons joueurs d'échecs avaient positionné, si vous voulez, leur défense. Voilà. Et c'est peut-être une des raisons qui a poussé les États-Unis aussi à reculer. Voilà. Ça, c'est une parenthèse que je fais parce que j'avais dit que les Russes feraient rien vraiment parce qu'ils avaient perdu la Libye, la Syrie et que finalement, ils ne seraient pas forcément à la hauteur pour défendre l'Iran non plus. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a des tacticiens russes qui aident l'Iran et qu'ils avaient anticipé comme un jeu d'échecs cette offensive, si vous voulez, ou cette tentative d'offensive. Voilà. Bon. Tout ça reste toujours à vérifier. Hein. Moi, je suis tout seul quand je fais mes travaux de recherche. Hein. Je n'appartiens à aucun groupe et je ne suis pas, si vous voulez, appuyé par qui que ce soit. Donc, ça reste toujours à vérifier. Voilà. Voilà, il faut attendre les prochains développements. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense qu'il y a tout un tas de gens, on dirait qu'ils attendent qu'une chose, c'est qu'il y ait une troisième guerre mondiale. Il y a tout un tas de gens qui sont dans des vidéos spectaculaires et ce genre de choses. Je pense qu'il faut arrêter de délirer aussi à un moment. Il est fort possible qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas un conflit mondial. C'est tout à fait possible, même s'il y a des textes qui prétendent le contraire. Ce n'est pas une fatalité. Après, je dis, s'il y a une troisième guerre mondiale, ce ne sera pas la fin des temps, ce sera la fin d'un système collectif et on va dire ça sera la fin d'un certain temps si vous voulez, mais l'humanité ne s'arrêtera pas de vivre et il y aura toujours une suite. Donc il ne faut pas être dans le catastrophisme quoi qu'il en soit. Et, il y a beaucoup plus de chances qu'il n'y ait pas de troisième guerre mondiale qu'il y ait une troisième guerre mondiale. Ce à quoi on assiste par contre, c'est quand même à l'établissement par les BRICS, par la Russie, la Chine, d'un monde qui prend de plus en plus de place et qui est de plus en plus, comment dire, dans la réalité collective, hein, qui est quand même une réalité mafieuse, inversée. Ce qui me permettra de terminer par le phénomène des doppelgangers. Je suis désolé si je prononce mal parce que c'est un terme germanique et que je ne suis pas, c'est pas ma culture. Mais je parlerai de ça quand même pour conclure. Mais du coup, je disais, il est tout à fait possible qu'il n'y ait pas de troisième guerre mondiale et que finalement, s'il y avait un conflit au niveau de l'Iran, ça pourrait aussi ne se régler que dans la région concernée, si vous voulez. Donc, il ne faut pas faire preuve de catastrophisme et aller directement au pire. Il faut voir qu'il y a d'autres options et qui sont les plus plausibles. Est-ce que quelqu'un peut me dire, parce que j'étais en train d'articuler avec les doppelgangers, et j'ai oublié l'idée en fait. Peut-être que si vous suivez, vous pouvez me le dire. Parce qu'en fait, j'ai travaillé sur quelque chose qui est ancré dans la culture nordique et qui s'appelle le phénomène des doppelgangers, et qui est un double maléfique en fait. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai toujours pensé que les anglo-saxons, notamment les Américains, étaient un peu les doppelgangers du continent européen, même si c'est un peu particulier parce qu'ils viennent du côté anglophone. Les immigrés qui vont aux États-Unis se transforment quelque part en doppelganger de l'Europe. Et il y a toujours une contamination mimétique. Et ce phénomène m'intéresse parce que j'ai vraiment l'impression, quand je regarde la voyoucratie juive, qu'elle est, elle, le doppelganger. On peut prendre Netanyahou, qui est peut-être le doppelganger de la mafia occidentale et de la mafia américaine, notamment. Hein. Les Juifs sont un peuple mimétique, bien souvent. Et je vois des personnages à l'époque qui étaient qui se moquaient de Donald Trump, comme Krauthammer. En plus, c'est marrant, c'est que leur nom... Bon, je ne vais pas faire de l'analyse de nom, Krauthammer, mais vous regarderez, en France, c'est un peu pareil avec des noms de certains juifs. Ils ont des noms qui, par la symbolique, sont assez évidents à comprendre et qui reflètent une stérilité, voire autre chose, si vous voulez. Et c'est vrai, le personnage de Krauthammer, même physiquement, il incarnait vraiment le doppelganger de la bêtise américaine, si vous voulez.
Et ouais, les doppelgangers, c'est ça. Euh, et ça apparaît dans la culture nordique et dans le folklore nordique, mais c'est quelque chose qui obsède un peu la culture américaine parce qu'on voit pas mal de films. Rappelez-vous l'invasion des profanateurs. Rappelez-vous, comment il s'appelle ce film? C'est peut-être une copie de l'invasion des profanateurs non plus, mais vous regardez The Thing, il y a un peu ce côté mimétique doppelganger. Il y a, comment il s'appelle ce film? Ça se passe. Bon, vous avez. Attendez, parce que là, du coup, il est tard, hein, c'est pour ça. Euh, je vais vous retrouver le nom du film. The Faculty, en 98 de Robert Rodriguez parle aussi avec Elijah Wood de ce phénomène des doppelgangers, des copies mimétiques. Alors chez les Américains, ça passe souvent par une entité extraterrestre qui en fait n'est que leur double de leur culte de la science qui s'enfonce, si vous voulez, dans l'aliénation. Ouais, vous pouvez le regarder, The Faculty. Moi, à l'époque, c'est divertissant quand on est ado, quand on est jeune, mais quand on s'intéresse au phénomène des doubles mimétiques. Et il y avait aussi un film qui était marquant à ce niveau-là, mais il faut que je le retrouve. Alors, attendez. Body Snatcher, voilà, les Body Snatchers. Là aussi, vous avez avec les Body Snatchers le thème qui est abordé, mais ça arrive souvent, ces histoires de mutation, de dégradation, de contamination. Comme par hasard, hein, ça correspond à leur méthode aussi de passer par des virus et de passer par des vaccins pour mettre des produits dedans qui transforment l'ADN des gens. Euh, donc il y a des choses intéressantes à creuser, si vous voulez, de ce côté-là. Et voilà, le phénomène des doppelgangers, qui est des phénomènes typiques de la culture anglo-saxonne. Et je disais, alors attention, hein, c'est à bien comprendre, moi je ne suis pas ni un nationaliste ni un fasciste, mais je comprends leur idéologie avant la Seconde Guerre mondiale. Et je dis, quand on voit comment les gens, après la Seconde Guerre mondiale, se sont comportés avec les nationalistes, avec toutes les inversions que ça se comporte, on comprend, si vous voulez, la voyoucratie juive comme doppelganger de tout ça, si vous voulez. Vous voyez? Il faut être honnête par rapport à l'histoire. Et c'est parce qu'il y a une malhonnêteté au point de vue du récit post-Seconde Guerre mondiale qu'on en arrive à l'obscénité voyoucrate d'aujourd'hui. Il faut remettre les choses à leur place. Ça ne fait pas des nationalistes et des fascistes des saints, puisqu'ils étaient compris dans cette démolition contrôlée, dans le sens qu'ils étaient dans le culte de la science, le colonialisme, et ils avaient des ambiguïtés, si vous voulez. Mais il faut remettre les choses à leur place et à leur niveau. Voilà. Voilà. Vincent Renoir, je l'ai interviewé à 2 reprises. Les interviews sont disponibles sur la chaîne, il n'y a pas de problème. Bon, allez, l'image est trop mauvaise, je vais m'arrêter là. Et je vous souhaite de passer une bonne soirée. On attendra les prochains développements.